Première, joli cœur. Bonjour. Hello. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va bien, ça me fait plaisir de te voir, de passer ce petit moment avec toi. Et toi, comment vas-tu? Ça va, je vais bien. Il fait beau, donc du coup ça peut aller. Il fait très beau, très chaud et froid en même temps. Eh bien moi, je suis Joli Cœur, artiste drag. Je me considère plutôt drag cœur, extraterrestre, club kid. Voilà, il n'y a pas vraiment de vraie définition sur ce que je propose. C'est un art alternatif au sein du drag. J'ai 26 ans, je vais sur mes 27. Je suis de Bourgogne et je suis à Lyon depuis 2016. Okay, ouais, ça je suis tatoueur aussi. Tu fais du drag depuis combien de temps? Je fais du drag depuis 2022. C'est là que j'ai fait mes premières scènes. Mais j'ai eu envie de faire du drag depuis la terminale en gros. C'est un truc qui m'avait bien tenté. J'ai mis donc 8 ans à me lancer dans le drag. Ok, ah oui. Ça a pris du temps. Mon parcours, c'est que après le lycée, donc je suis venue sur Lyon pour faire une école de cinéma. C'est pas vrai, mais non. Je te jure. Une école, vraiment. Je sais pas si tu connais un peu les écoles de cinéma sur Lyon. Je sais pas, une qui est à Villeurbanne là. Qui n'existe plus comme par hasard. Fabuleux. Fabuleux. Et ouais, du coup j'ai fait cette école de cinéma en section comédien pendant 3 ans. Après ça, je me suis lancée dans le tatouage et puis par la suite j'ai enchaîné sur le drag. Ouais, pour info, du coup on était dans la même promo. Moi j'étais en montage VFX et lui il était en comédien. Et oui, un prêt étudiant que je suis en train de finir de rembourser. Donc voilà. Et vraiment une école faite par des artistes, quoi. Exactement. Donc, Là, il y avait vraiment ce rapport avec l'école qui était en face ou qui était très professionnelle. Nous, on était vraiment les créateurs en mode genre, oh mon fils, on verra en post-prod. Non, non. C'est un peu grâce à cette école finalement que j'ai fini par me lancer dans le drag parce que notamment il y avait une élève qui faisait du drag en mode drag queen, Julia. Oui. Et en fait, elle avait approché actuellement le consortium. Donc, j'avais découvert des artistes que sont Châtelain, Farfadet, Reine-Mère. Ça m'avait bien tenté de nouveau. C'est grâce à Factory que j'ai rencontré mon parent drag, actuellement Méga Pétasse, actuellement Molotov et Confetti. Je vois pas du tout. Lire de son prénom. Mais qui était dans la promo de Aria. Et lui, il s'est lancé dans le drag avant moi. Et en fait, je l'ai accompagné en loge, je l'ai aidé à se préparer, tout ça. Il fait du drag, du coup, plutôt club kid créature. Et en fait, j'étais en mode, mais c'est ça que j'ai envie de faire. C'est grâce à lui, finalement, que j'en suis là, aujourd'hui. On va parler de la photo que tu as choisie. Oui. Qu'on a fait ensemble. Qui est celle-ci. Bon, il y aura une capture beaucoup plus grande. Pour les gens qui écoutent et qui n'ont pas d'image, est-ce que tu pourrais décrire la photo? La photo, comment la décrire? Alors, en gros, je me tiens sur la route. J'ai un costume qui a été créé par Hortense, qui est une costumière vraiment très talentueuse sur Lyon. C'est une tenue qui est majoritairement blanche, avec des épaules assez hautes, dans des tons mauves, des manches bouffantes, dans des tons roses. Et le bas de mon pantalon qui est bouffant lui aussi, est dans des tons jaunes. J'ai une couronne de fleurs sur la tête. Et j'ai un maquillage avec des contours qui viennent vraiment faire ressortir la partie avant de mes joues, je sais pas trop comment dire, avec un flash qui met vraiment ma silhouette en valeur, tout ce blanc là et le fond qui est très sombre. Et j'ai mes mains qui tiennent un morceau de tissu qui est juste en dessous de ma couronne de fleurs qui couvre ma tête. C'était pour la Cosmic Groove, un événement qui a été fait par King Arthur ou alors Arthur Evan, qui est un compositeur mais aussi drag king depuis peu. Il avait fait cet événement en fait pour faire une release party d'un EP qu'il a créé, sachant que lui il est plutôt dans des sons groove électro. Et donc en gros pour cette release party, il avait fait appel à différents artistes drag dont je faisais partie. Il y avait aussi Baby Gamma,
Ricoloscopia, Armand Crevure, Vega, Not Even Fuckable, Psykitch. Et si j'ai oublié quelqu'un, je suis vraiment désolée. C'est pas que je vous aime pas, c'est que j'ai un TDAH. Sinon, tu seras cancel. Ah non, je vais faire call out. Et donc en fait, la première partie du show, c'était vraiment c'était un drag show, un spectacle, les performances qui se suivaient et qui racontaient un petit peu une histoire. Ensuite, la deuxième partie, c'est le petit DJ set de King Arthur avec les morceaux de son album. La musique du générique est tirée du coup d'un de ses titres qui est I Got a Signal. Trop bien, bah voilà, artiste de talent finalement. Exactement. Le monde est petit, circuit court, éco-responsable. Pourquoi ton drag est plus extraterrestre que normalement on a plus l'habitude de voir des drag queens, des drag queer et tout ça? Pourquoi sortir du cadre classique de la représentation qu'on a? En fait, le drag, comme on l'entend avec justement les drag queens, king, queer, c'est de la performance de genre. C'est incarner une identité de genre à travers un personnage qu'on a créé. En fait, moi, j'avais pas tant envie de parler du genre à travers mon art, si ce n'est dans le non-genre. Okay. En fait, moi, j'avais envie plus de parler d'humanité. J'aime bien, en fait, jouer avec les codes féminins et masculins. Malgré tout, on est un petit peu obligé, entre guillemets. Enfin, non, pas tant. On n'est pas obligé. Mais j'aime bien quand même avoir des codes féminins ou masculins, mais c'est pas le propos. C'est-à-dire que je vais avoir des traits de visage qui vont totalement sortir, comme je disais, du cadre humain. Le but, en fait, c'est vraiment de venir provoquer des émotions, venir faire en sorte que le spectateur se questionne un petit peu sur ce qu'il est en train de vivre, s'il apprécie ou non, et pourquoi il apprécie pas. Et en fait, j'avoue que moi, ce qui m'a beaucoup inspiré, ce qui m'a donné envie le témoignage que j'avais envie de faire, c'était celui d'une personne autiste, en l'occurrence. Okay. Je suis une personne autiste, et donc je me suis souvent sentie extraterrestre. J'avais envie de parler d'amour parce que pour moi, l'amour, c'est la plus puissante des armes, si on peut parler vraiment d'armes, en tout cas le plus puissant des moteurs. Du coup, Joli Cœur, assez naturellement, est venu comme ça. Mais oui, en fait, j'avais vraiment envie de parler d'autre chose. Envie de faire des performances qui pouvaient parler un peu à n'importe qui. Des performances où, finalement, une personne qui n'est pas forcément queer pouvait aussi ressentir de l'empathie avec la performance, se sentir concernée par la performance. Et comme ça, comprendre un petit peu que mon témoignage, finalement, fait que c'est là où on peut se retrouver. Ouais. Voilà, donc dans l'émotionnel, tout ça. Je suis donc drag artiste, je suis tatoueur, je suis donc précaire. Slay. C'est-à-dire que ce que je propose dans le drag et ce que je propose dans le tatouage, c'est des choses qui sont un petit peu alternatives. C'est pas forcément les univers vers lesquels on va le plus facilement, le plus intuitivement. Et donc, non, je suis au RSA actuellement. C'est-à-dire que même pour le drag, j'ai pas encore assez de cachet pour prétendre à une intermittence. Quand on est artiste drag, c'est compliqué d'obtenir des cachets qui sont donc, on va dire, des contrats qui permettent d'avoir une rémunération quand on n'a plus de travail. C'est un peu la galère. J'ai pas tant d'autres projets que ça. Je serais pas contre quand même faire des projets en tant que comédien, parce que c'est toujours quelque chose que j'aime beaucoup. Je serais pas contre non plus faire de la direction artistique, de la direction d'acteur, des choses comme ça. Mais je priorise quand même le drag beaucoup. J'ai envie de me développer dans le drag. Dans 15 ans, tu te vois où? Waouh. Dans 15 ans, où est-ce que je me vois? C'est difficile de se projeter. De manière générale, déjà, j'ai du mal à me projeter. Mais en fait, je crois que j'aimerais quand même continuer et le tatouage et le drag. En fait, j'imagine dans 15 ans avoir continué à développer justement mon artistique, notamment à travers ces deux univers, et pouvoir étendre
tout cet artistique à un univers plus large. Enfin, je sais pas, j'ai vraiment envie d'aller encore plus loin dans ce que j'explore aujourd'hui. Et par exemple, là, en octobre, je vais faire la première édition d'un drag show que je crée. Oh, Voilà, qui aura lieu ici même, d'ailleurs. yes, dans l'appartement. Et en fait, typiquement, je pense que c'est un peu le début pour moi aussi de cette démarche que j'ai envie de mettre en place. J'ai envie de proposer des choses un petit peu nouvelles qu'on n'a pas trop vues sur la scène. J'espère pouvoir, dans 15 ans, avoir collaboré avec tout plein d'artistes que j'admire énormément. Et ouais, avoir un peu visibilisé justement cette partie du drag qui est pas trop connue, quoi. Et puis faire du mélange de pratiques artistiques. Ouais. Et toi, tu te vois où dans 15 ans? J'adore poser cette question parce que je ne sais pas du tout. Genre, s'il y a 10 ans, on m'a dit que, si je m'aurais dit genre ce que je fais maintenant, j'aurais pas du tout accepté. Ah ouais? Parce que financièrement, genre, c'est la merde totale. Et quand j'ai fini facto, genre, ça marchait super bien. Et c'est vraiment le Covid qui a tout pété. Et que c'était hyper dur pour se relever. Là, j'ai maintenant l'âge d'avoir le RSA. Parce que quand j'avais 20 ans, j'avais pas le droit. Et le truc qui était complètement absurde, c'est qu'il fallait que je gagne 2 000 euros par mois avec ma micro-entreprise par rapport à ma situation pour que j'aie le RSA jeune. Si tu gagnes 2 000 euros par mois, tu n'as pas besoin du RSA. Non, à 42 ans, alors j'ai aucune idée. Déjà, j'aurais une maison à la campagne, ça c'est clair. Je serais plus en ville, mais à proximité quand même, genre en périphérie. Parce que la ville ça coûte cher. Et c'est bien, t'as tout sur place, mais c'est chiant. Parce que les gens font trop de bruit autour et tu peux pas être tranquille. Et j'ai besoin de solitude. Et par exemple, pour faire des podcasts, c'est pas hyper pratique. C'est ça. Surtout avec un chat qui sort. Hot take. Ya, sortez le thé. Faudrait que je fasse une section moment drama. Jingle drama. Je peux rebondir à la rigueur sur le fait que à travers mon drag, j'ai envie de toucher le plus grand nombre. J'ai envie de proposer des performances sur scène qui peuvent parler aussi bien à ma communauté qu'à ceux qui n'en font pas partie, ou alors qui vont questionner aussi bien les gens qui ne font pas partie de ma communauté que ceux qui en font. C'est ce que j'appelle ma communauté, c'est la communauté queer, c'est la communauté LGBTQIA+, Z98,5. Moi, j'ai le droit de faire ça, ok? Pourquoi t'as le droit et les gens non concernés n'ont pas le droit de faire de blagues racistes ou Bah, en fait, simplement, juste à partir du moment où je plaisante sur le nombre de lettres qu'il y a dans l'acronyme LGBTQIA+, il y a ce truc où je parle en tant que personne concernée et donc je me moque de moi-même finalement et des personnes qui sont dans des situations similaires à la mienne, tandis que des personnes qui ne sont pas concernées et qui rigolent de choses qui me concernent, bah j'aurais jamais l'assurance que ce sont des personnes bien intentionnées, que ce sont des personnes qui comprennent les enjeux qu'il y a derrière le fait de se moquer d'une personne faisant partie d'une minorité. Et puis même, ça peut être aussi vu comme du harcèlement, même si la personne, elle le dit gentiment, genre comme moi, le nombre de fois on m'a dit Robin, machin et tout, par rapport à Batman. Genre, ok, c'est gentil, mais moi, non. Je n'accepte pas, c'est Robin. Et puis après, même si c'est Robin, ok, mais genre, à la longue, c'est lourd. Ouais. T'es pas la seule personne dans la journée qui a fait cette blague. Et ta gueule. Puis au-delà de ça, il y a ce truc où je crois que des fois, pour ces personnes-là, c'est un petit peu un moyen aussi de créer du lien. Ouais, et de déstresser aussi, parce qu'ils savent pas comment avoir les codes, et du coup, ils font comme les gros relous, en fait. Mais c'est comme, je fais 1m50, je sais que je suis petit. Enfin, j'en ai conscience. Je me vois dans l'espace. Je vois les gens autour de moi. J'avais envie un petit peu d'aborder
c'est le fait que, justement, moi, j'ai envie de proposer un art qui parle à tout le monde. En fait, j'ai le sentiment que, en ce moment, les personnes qui font partie de la communauté LGBT ont tendance à être un petit peu, comment dire, divisées sur la manière dont il est nécessaire de militer, ou bien sur la manière dont on peut être pédagogue avec les personnes qui ne sont pas concernées, donc être pédagogue ou pas. Et en fait, j'avoue que moi, ça me fait un peu de la peine parce que je me suis retrouvée dans des discussions en fait avec des personnes que je vais dire faire partie de la majorité et qui finalement en fait ont peur de poser des questions, ont peur d'aller même dans des soirées drag ou des choses comme ça, qui ont l'impression en fait qu'elles ne sont pas les bienvenues, qu'elles n'ont pas leur place avec nous, finalement, en tant que personne faisant partie de la communauté, on va avoir tendance à les pointer du doigt parce qu'ils savent pas des choses, tout ça. Et je comprends d'où ça vient parce que je sais que en fait, on a tellement été dans des situations où on était obligé de se justifier à outrance qu'au bout d'un moment, on est fatigué de tout ça. Et puis au-delà de ça, il y a aussi presque une attente qui est un effort de la part de ces personnes-là. Je trouve que une personne qui vient à un drag show et qui a envie de poser des questions, de s'intéresser à qui on est, je trouve que c'est déjà un bel effort en fait. Et dans ce cadre-là, personnellement en tout cas, j'ai envie justement de répondre à ces questions, de reprendre si jamais il y a quelque chose qui a été dit maladroitement ou quoi que ce soit. Et il faut pas avoir peur aussi de poser des questions, même si c'est maladroit. Clairement. Et que si la personne te répond de manière désobligeante et te rabaisse, ne parle pas avec. La personne va pas t'enseigner quelque chose de correct. Après, je trouve que c'est quand même important de rappeler qu'il y a des personnes qui subissent, au sein même de cette communauté, qui subissent encore plus de moments difficiles, que ce soit de la discrimination, que ce soit du harcèlement, que ce soit de la violence physique ou verbale, psychologique. Enfin, il y a des personnes qui sont vraiment fatiguées et qui n'ont pas l'énergie nécessaire pour, tout simplement pour interagir dans ce cadre-là. Et je trouve que c'est quelque chose qui est important à respecter. Cela dit, il y a d'autres personnes qui, je pense, n'ont juste pas envie de faire d'efforts. Retrouver souvent en discussion avec des personnes qui n'ont pas envie de faire l'effort, mais juste pas envie. Ok. Oui, c'est pas que clairement, ça vient d'une fatigue, tu vois, ça vient d'un truc où les personnes sont saoulées, quoi. Mais au-delà de ça, genre, venez, on fait des efforts, non ? Je sais pas, je me dis que on a la possibilité de faire en sorte que les personnes comprennent mieux qui on est, se comportent mieux avec nous. Surtout qu'on est dans une période qui permet ça. Parce qu'il y a quelques années, on n'aurait pas pu et on aurait été trop marginalisés, que maintenant on peut se permettre de faire ça et on a des portes qui s'ouvrent, quoi. Il faut juste les ouvrir. Et pas grave si c'est avec un pied de biche, on y va, quoi. En tout cas, perso, en tant que la personne que je suis, je me sens apte à discuter avec des personnes qui ont envie d'en apprendre plus et qui manquent de code, de connaissances, tout ça. Mais comme tu vois, il y a quelques mois, on a fait une table ronde pour la semaine des fiertés à Lyon 5, où moi j'exposais mes photos. Et du coup, avec le lieu, on a organisé une table ronde où du coup, il y a eu différents drag kings, drag queer qui sont venus, des personnes trans, des non-binaires aussi. Et du coup, t'étais là. Et on a pu dialoguer avec un public qui était un sucre, alors que c'était pas des personnes concernées, c'était des hétéros, des petites mamies, des jeunes, des mineurs. Enfin, il y avait vraiment tout le panel et qui ont posé leurs questions et maladroites. Mais ils étaient ouverts et du coup, ça leur a fait changer leur vision, quoi. Et c'est pas important d'avoir ce côté éducation aussi. Oui, je suis d'accord. Ce côté pédagogue, c'est important de l'avoir. En fait, je pense que de toute façon, je pense que ce serait important d'avoir plus d'événements, justement, type table ronde comme on a pu faire. Parce que c'est vrai que c'est un espace où on a la possibilité de prendre la parole,
où les gens sont là pour nous écouter vraiment, pour s'intéresser à nos témoignages, à notre vécu, tout ça. J'aimerais bien qu'on se resolidarise et qu'on remette en place cette définition d'intersectionnalité. L'intersectionnalité, c'est le fait que des personnes faisant partie de différentes minorités travaillent main dans la main en termes de militantisme. Et donc, ça veut dire que on met les combats les uns des autres en lumière et qu'on fait front ensemble. C'est la convergence des luttes. La convergence des luttes, c'est moins concernant, ouais. À vérifier. La différence entre l'intersectionnalité et la convergence des luttes, c'est que la convergence des luttes, ça peut être n'importe quelle lutte. Okay. Là où l'intersectionnalité, c'est principalement, enfin c'est uniquement les personnes qui font partie de minorités. Okay. Donc ça comprend aussi bien ethnie que le côté sexualité, identité de genre, handicap, précarité. Okay. En fait, c'est toutes ces choses-là. Ouais, ok. Voilà. C'est cool. Donc, j'aimerais bien qu'on se remette main dans la main et qu'on soit un peu moins dans un... Comment dire ? Moins individualiste. Bah, dans ce truc un peu de... Il existe du militantisme performatif et c'est désolant, même si je comprends pourquoi ça existe. Il existe aussi cette espèce de pointage du doigt de si jamais tu es un bon militant ou un mauvais militant, alors que je pense que globalement, on fait un peu de notre mieux. Enfin, je veux dire, en effet, c'est important de potentiellement permettre à des gens d'éveiller leur conscience sur certaines choses, mais je pense pas que ce soit vraiment utile pour notre communauté de pointer des gens du doigt, parce que justement, ça nous décrédibilise, ça nous décrédibilise, ça nous divise surtout. Donc on rentre dans le jeu de l'ennemi finalement. Donc j'ai un peu envie d'une communauté un peu plus unie. Non. Si tu avais 3 conseils à donner, ça peut être tout et n'importe quoi, pour nos auditeurs, ça serait quoi? Oh waouh. C'est une question compliquée. Ok, 3 conseils à donner. Ouais. 3 conseils. Là, je reviens d'Ardèche. J'étais dans une maison absolument magnifique, perdue dans la nature, avec 0 maison à la ronde. C'était vraiment super. Premier conseil, si vous avez la possibilité de le faire, allez dans la nature. Allez à la campagne. Ouais, déjà, première chose, ça fait vraiment beaucoup de bien. Si jamais vous habitez en ville, hein, d'ailleurs. Mais ouais, c'est passer du temps un petit peu dans non le brouhaha de la ville, mais le doux bruit de la campagne, ça fait du bien. Premier conseil, que j'ai eu du mal à m'appliquer et que je fais pas souvent d'ailleurs, mais trop bien. Deuxième conseil, hydratez-vous, buvez de l'eau, c'est super important, c'est un vrai conseil. Enfin non, c'est même pas un conseil, c'est un ordre. Voilà. Ok. Sauf si vous êtes potomane, auquel cas ça veut dire que vous... Quoi? Potomane. C'est quoi, potomane? C'est les personnes qui sont addictes au fait de boire de l'eau. Ah ouais? Ralentissez. Ok, alors je suis devenu potomane une période. Ça m'a induit en erreur. Genre, j'avais un appareil dentaire, mais tu sais, les gouttières. Du coup, je pouvais pas manger. Parce que chaque fois, il fallait l'enlever, il fallait que je me brosse les dents et tout. Et quand je travaillais, je pouvais pas me brosser les dents et tout. Du coup, j'avais conditionné mon cerveau. Quand j'ai faim, je buvais de l'eau. Et du coup, j'avais tout le temps soif. Et en fait, c'est juste que j'avais faim. Et j'ai mis mais super longtemps après, genre, pour me dire non, en fait, c'est que t'as faim, t'as pas soif. Oh, waouh. Voilà. Du coup, j'étais potomane addictif. Il n'y avait pas d'anonyme, malheureusement. Je pouvais pas faire le cercle. Bonjour, Robin. Voilà. J'avais un appareil dentaire. Bravo, Robin. Merci de nous en avoir parlé. Arrête, on rigole, mais c'est important ce genre de... Non, mais en fait, un peu plus sérieusement, je dirais de rester curieuse, se poser des questions, prendre un petit peu de recul,
Si jamais il y a une situation qui est dérangeante, qui est inconfortable, qui est un peu bizarre, prendre un petit temps de recul. Il est possible, en effet, que la personne en face de vous soit vraiment un gros con, une grosse conne. C'est possible. Mais la plupart du temps, c'est une incompréhension. Se reconcentrer sur l'amour. C'est-à-dire, ça peut aller aussi bien de ce qu'on aime, ce qui nous fait du bien, vraiment du vrai bien. On se sait. Mais aussi les personnes qu'on aime et qui nous aiment en retour. Et puis les choses de la vie qu'on aime. Voilà. Trop bien, c'était trop chou. Voilà, c'était un joli cœur. Et toi, t'as des conseils de ne pas hésiter à contredire les gens quand on pense qu'on est juste, mais en se justifiant sans rabaisser l'autre personne et écouter l'autre personne. Je pense que c'est hyper important parce que des fois on peut avoir des débats sur des sujets et qui nous paraît insensé, mais c'est hyper important d'éduquer la personne en face pour dire là c'est faux, c'est pas ce que tu as vu sur Facebook que c'est forcément vrai quoi. Je peux rebondir là-dessus. Oui, si tu veux. J'ai eu une prise de conscience il n'y a pas très longtemps. En fait, il y a... Comment dire ? Aujourd'hui, j'ai l'impression que j'écoute beaucoup mieux qu'avant. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un procédé dans mon cerveau que j'avais un peu inversé. C'est-à-dire que, vu que mon cerveau va très vite à faire des liens qui m'appartiennent, globalement, quand quelqu'un me racontait quelque chose, j'avais l'impression de déjà savoir ce que la personne allait dire. Ça veut dire que dans ma tête, j'étais conditionnée. C'est-à-dire que j'avais la suite. Ouais, et je coupais tout le temps la parole des gens. Alors, moi, je coupais pas forcément la parole. C'est plus fort que moi. Je la coupais pas forcément, et finalement, je me rends compte que j'écoutais pas vraiment. Tandis que là, j'essaye le plus possible de... j'ai cette pensée, j'ai cette idée, donc je peux pas non plus... voilà. Mais de la mettre de côté et juste, comme je disais tout à l'heure, de me poser une question en mode, est-ce que c'est vraiment ça ? On peut te retrouver où ? On peut me retrouver sur Instagram. Yeah. C'est super. @un joli cœur. Un écrit UN, joli, J-O-L-I. C'est un joli cœur. C-O-E-U-R. Tiré du bas. Et voilà, sur Instagram, globalement. On peut me retrouver aussi dans Lyon, des fois en Ardèche. C'est déjà pas mal. Trop bien. Merci, en tout cas. Merci à toi. N'hésitez pas à repartager soit le réel, soit le commenter pour donner votre avis sur l'épisode, pour que je m'améliore. Et on se retrouve sur Instagram, qui est Rob Stories, tout attaché, donc Rob, ROBBSTORYS. Ou sinon vous allez directement sur Joli Cœur, vous verrez peut-être la publication. Voilà. Ciao. Merci. Merci à toi.